Bien, eh bien écoutez, bonsoir mesdames et messieurs. Donc mon nom est François Joyec, je préside Instant Science et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du cycle La raison, une amie qui vous veut du bien. Alors elle aurait dû se dérouler dans l'auditorium de Météo France et nous avons dû bien sûr la reconfigurer sous forme de visioconférence. Nous sommes très nombreux, je crois qu'il y a de l'ordre de 300 ou plus inscrits ce soir. Et avant d'introduire nos deux orateurs, quelques informations donc d'usage. D'abord, je voulais vous annoncer que la fusion entre Science Animation et À Ciel Ouvert est maintenant effective, donc depuis le 1er janvier. Et c'est donc sous cette nouvelle bannière, Instant Science, que vont continuer bien évidemment nos cycles de conférences, donc qui sont un de nos vecteurs d'animation scientifique, parmi de nombreux autres, que nous concevons et opérons donc en Occitanie et au-delà. N'hésitez pas à aller consulter donc les sites internet des deux ex-associations, donc Science Animation et À Ciel Ouvert, qui sont tenus à jour d'ici la sortie donc du site internet unique, donc dans quelques temps, d'Instant Science. Alors ensuite, on peut vous projeter la programmation des prochaines conférences du cycle. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Alors, nous alternons dans ce cycle donc des conférences qui sont sur une problématique ou une technologie spécifique, éventuellement sujette à controverse. La prochaine, donc, c'est la 5G. Et nous intercalons avec des conférences plus générales, comme ici donc sur la vérité scientifique, puis sur le complotisme. C'est l'esprit de ce cycle, la raison, une amie qui vous veut du bien. Alors, planche suivante. Merci. Alors, ce soir, donc, nous allons parler de l'hydrogène. Et oui, peut-être avant d'introduire nos deux orateurs, je voulais donc remercier en votre nom à tous nos partenaires, dont les logos figurent en bas de la planche. Mais alors, il faut de bons yeux, donc je vais énoncer donc, qui sont nos partenaires pour ce cycle de conférences. Donc, le ministère chargé de la recherche, la région Occitanie, Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse, l'Université fédérale, le CNRS, l'INRA et l'INSERM, Météo France et la grainerie. J'espère ne pas en avoir oublié. Donc, j'ai le plaisir d'introduire nos deux conférenciers qui s'exprimeront donc successivement avant une séance, bien sûr, de questions-réponses. Christophe Turpin, vous êtes directeur de recherche au CNRS, actuellement au laboratoire Laplace à Toulouse, donc N7 et CNRS. Vous êtes un spécialiste des systèmes énergétiques, notamment les électrolyseurs, les piles à combustible, et vous développez actuellement la plateforme hydrogène qui est installée sur le campus de Toulouse à l'INP, dont vous nous direz, je suppose, quelques mots. Bernard Gilabert, vous êtes agrégé de mécanique, vous avez enseigné la mécanique théorique, la résistance des matériaux, l'énergétique dans différents établissements, donc du secondaire et du supérieur. Vous avez été conseiller régional en Occitanie, où vous êtes fortement investi sur la filière hydrogène, entre autres, mais pas que, et vous êtes actuellement titulaire d'une mission pour la présidence de la région Occitanie, mission relative à, alors je cite, l'accélération de la transition énergétique par le développement de l'hydrogène vert. Bon, donc c'est parfaitement le sujet de ce soir. Alors, bon, l'hydrogène, c'est à la fois les 3/4 de la masse de l'univers connu, mais c'est aussi à l'inverse le plus léger, je devrais dire le moins massif de tous les atomes. Aujourd'hui, donc la transition vers une énergie décarbonée, ou du moins la plus décarbonée possible, c'est une nécessité qui est reconnue mondialement, avec des objectifs extraordinairement ambitieux, mais nécessaires, qui sont établis par les COP successives et qui sont déclinés pour ce qui nous concerne au plan européen, au plan national et aussi au plan régional. Et tous les scénarios qu'on peut lire, tous les scénarios crédibles en tout cas, sur lesquels travaille la communauté des énergéticiens, intègrent tous un développement considérable de l'utilisation de l'hydrogène, en particulier, mais pas seulement, pour lisser les pics de production des sources d'énergie intermittentes, des sources d'électricité intermittentes.
des investissements considérables voient le jour rapidement et les annonces se succèdent. Alors, vous allez nous aider à faire le point des avancées, des difficultés de la filière hydrogène dans l'industrie, dans les transports, etc. Vous intervenez donc dans l'ordre, d'abord Monsieur Philippe Turpin sur les aspects plutôt fondamentaux, physiques et puis technologie, et Monsieur Gilabert donc sur plus les questions de déploiement et en particulier donc au niveau régional. Donc, je vous suggère de tenir à peu près dans les 30 minutes pour chacune de vos interventions, de manière à ce que nous ayons suffisamment de temps pour la séquence de questions-réponses. Donc, Monsieur Turpin, si vous voulez bien, vous avez la parole. Alors, je vais partager mon écran. Donc, est-ce que le partage fonctionne? Parfaitement. OK. Donc là, vous voyez mon écran. Si je modifie le slide, enfin, si je passe le slide, ça marche. Hein. Oui, vous avez juste une fenêtre là qui reste en haut. Alors, je vais… Ça y est, elle a disparu. OK. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je recommence. Cette fois-ci, c'est bon, je pense. Okay. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous dresser un premier paysage donc, autour de l'hydrogène avec des éléments physiques, technologiques, et puis essayer de dresser donc, ce qu'il y a en termes de contexte et d'enjeux autour de ce vecteur énergétique. Alors, donc, en guise de première introduction, donc, que ça a été dit par Monsieur Joyec, mais donc, la problématique générale est bien donc, apporter des solutions au problème du réchauffement climatique, et donc notamment en essayant de limiter les émissions de CO2 qui constituent une part importante donc, du réchauffement climatique. Donc, beaucoup de nouvelles technologies sont envisageables, et donc l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que l'hydrogène peut apporter un élément de réponse? Et je peux d'ores et déjà dire que et ça sera ma conclusion après, que ce n'est pas la solution, mais une partie simplement de la solution. Alors, c'est quoi l'hydrogène? Donc, l'hydrogène, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est l'atome le plus abondant dans l'univers, mais il est toujours associé à un autre élément chimique. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de le trouver à l'état purement atomique hydrogène. On va faire dans tout cet exposé-là l'amalgation entre le dihydrogène, donc l'association de deux atomes d'hydrogène, donc la molécule d'hydrogène, et l'hydrogène. Donc, je ne parlerai pas d'hydrogène pour ne pas alourdir le vocabulaire. Alors, l'hydrogène, c'est dans les conditions classiques donc ambiantes, de température et de pression, c'est un gaz incolore et sans odeur. Et comme cela a été dit aussi en guise d'introduction, c'est un gaz très léger et qui est plus léger, donc c'est une molécule qui est plus légère que l'air, donc qui peut être un atout ou un inconvénient, suivant comment on regarde les choses. Alors, l'hydrogène, globalement, donc ici c'est un petit peu compliqué, mais c'est rentré dans les détails dans ce diagramme de phase entre la pression et la température, et globalement, en fait, à l'état gazeux. Mais si on descend très bas la température, notamment en dessous de 253 degrés, on va être à l'état liquide. Ici, vous avez quelques photos qui illustrent ce que c'est l'état liquide. Donc, en fait, quand on regarde l'hydrogène à l'état liquide, ça ressemble à de l'eau. Donc, c'est très transparent, translucide comme de l'eau. Et ici, ce qu'on voit, en fait, comme petite bulle, c'est en fait ce qu'on appelle le boil-off, donc le changement d'état qui s'opère très rapidement de l'état liquide vers l'état gazeux, puisque, comme ce diagramme de phase le montre, majoritairement, c'est l'hydrogène gazeux qui est stable dans nos conditions ambiantes. Et puis, aussi petite remarque, aussi anecdote, c'est que si on descend encore plus bas en température, on voit des glaçons se former
d'hydrogène. Et ce type de glaçon ressemble vraiment à des glaçons type eau. Donc, en fait, c'est en fait assez troublant, mais ça ressemble assez fortement à de l'eau, donc sous sa forme liquide et sous forme de glaçon. Alors, si on poursuit donc, dans la découverte de l'hydrogène, donc sa flamme est incolore et rayonne peu, donc c'est une propriété très particulière. Donc ici, vous voyez qu'on ne voit pas à l'œil nu, notre œil ne peut pas voir une flamme hydrogène, contrairement à une flamme de propane ou de butane. Et donc, pour faire des interventions sur des feux hydrogènes, donc il faut se doter de caméras infrarouges de manière à pouvoir détecter le feu que l'on voit bien ici et pourtant que l'on ne voit pas à l'œil nu. Alors, l'hydrogène aussi, c'est une molécule qui a une très bonne densité d'énergie massique. Donc, ça, c'est un gros atout, donc, qui est grosso modo 3 fois supérieur au combustible classique que l'on utilise, comme le kérosène, l'essence ou le diesel. Mais la difficulté qu'il a en termes de manipulation, c'est qu'il a une densité d'énergie volumique faible. Et donc, ça, c'est surtout problématique pour les applications de transport, puisque pour que ça tienne dans un volume raisonnable, il va falloir le compresser, donc typiquement à 350 bars ou 700 bars, ou le liquéfier pour qu'il devienne liquide en dessous de moins 253 degrés. Donc, ce diagramme vous montre simplement, donc c'est la gravité, la densité massique en fonction de la densité volumique. Donc, montre qu'effectivement, en termes de densité massique, l'hydrogène et quelle que soit sa forme, est vraiment meilleur que les autres. Mais par contre, quand on regarde l'axe de la densité volumique, à ce moment-là, on voit que même compressé à haute pression, c'est bien moindre que tous les combustibles que l'on connaît. Et puis, la forme liquide commence à s'en rapprocher, mais c'est quand même délicat. Donc, ça, c'est problématique. Et on essaiera, pendant les applications, soit effectivement de l'adapter en fonction des volumes que l'on souhaite, que l'on a à disposition, donc soit sous forme liquide, soit sous forme gazeuse. La grande majorité des applications, l'extrême majorité des applications, va l'utiliser sous forme gazeuse compressée. Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est quoi? C'est avant tout un hydrogène industriel. Donc, autrement dit, l'hydrogène est utilisé actuellement par la chimie et l'industrie pétrolière, donc dans le raffinage du pétrole, et puis donc dans la production d'ammoniac qui sert à produire des engrais, et puis pour la fabrication d'autres produits chimiques. Après, on peut citer d'autres applications de l'hydrogène qui sont comme l'industrie agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique, etc., ou l'industrie des semi-conducteurs. Donc, concrètement, à ce jour, l'utilisation en tant qu'énergie est quasi invisible, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Malgré tout, quand même, c'est important de prendre conscience que la quantité d'énergie équivalente à cet hydrogène manipulé correspond quand même à un petit peu moins de 2% de la consommation énergétique mondiale. Donc, ce n'est pas visible au niveau de l'énergie, mais par contre, en termes de part, c'est déjà non négligeable. Et donc, quand vous allez bien comprendre ce que ça veut dire l'hydrogène énergie, on va comprendre que cette part-là va devenir forcément beaucoup plus importante. Et donc, on peut sans problème conclure que l'hydrogène énergie reste à construire. Alors, qu'est-ce que l'hydrogène énergie? Alors, l'hydrogène énergie, c'est destiné à faire de la chaleur, de l'électricité, de l'énergie mécanique. Donc, de la chaleur sous forme d'une chaudière qui peut brûler de l'hydrogène ou un mélange mixte d'hydrogène et de gaz de CH4, donc de méthane. Donc, à ce moment-là, on fait appel à la combustion d'hydrogène. On peut produire de l'électricité aussi à partir d'une pile à combustible. Donc, ça se fait via une réaction électrochimique. Donc, la pile à combustible faisant partie de la grande famille des composants électrochimiques comme les batteries. On peut aussi faire de la production d'énergie mécanique via la combustion d'hydrogène au sein d'un moteur ou d'une turbine à gaz. Et puis, on peut aussi, parce que l'hydrogène a beaucoup de propriétés intéressantes, s'en servir pour produire d'autres carburants peut-être plus aisés à manipuler, comme ici, il y a un exemple, comme le méthane de synthèse ici, via le procédé de méthanation. Donc, quand on parle d'hydrogène énergie, c'est vraiment développer l'ensemble de ces applications possibles. Alors, moi, je vais surtout me concentrer ici sur la pile à combustible et l'électrolyse de l'eau pour bien comprendre en fait les enjeux derrière ces deux composants. Donc, une pile à combustible,
va faire réagir indirectement de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de l'eau et donc va produire de l'électricité et de la chaleur. L'électrolyseur d'eau, donc là on reste grosse maille, après on va s'enfoncer un petit peu. L'électrolyseur d'eau, donc c'est la réaction inverse, en tout cas vu de l'équation bilan. On va prendre une molécule d'eau et puis on va injecter au sein de l'électrolyseur de l'électricité et de la chaleur pour produire à un endroit de l'hydrogène et à un autre endroit de l'oxygène. Donc c'est ce cycle de l'eau qui est envisagé quand on parle de l'hydrogène énergie, principalement. Ce cycle qui est envisagé. Alors, est-ce que c'est une nouvelle invention? En fait, quand on regarde l'historique, donc l'hydrogène a été découvert il y a très longtemps. La première pile à combustible a été faite en 1839. Et donc, on se rend compte aussi d'ailleurs que dans cette période-là, on avait fait le premier accumulateur au plomb et puis le premier moteur électrique. Donc, on était tout à fait capable de faire une voiture électrique à cette époque-là. D'ailleurs, il y a eu des démonstrateurs qui ont été faits à batterie, pas à pile à combustible. Et puis, donc, entre-temps, on a découvert qu'il était possible d'exploiter industriellement, notamment via la combustion, le pétrole. Et ça a complètement gelé au moins la partie de développement pour les piles à combustible. Après, il faut faire un bond dans le temps et arriver dans les années 70 avec les programmes spatiaux habités américains et la NASA pour véritablement voir réapparaître une technologie de pile à combustible qui est donc de très haut niveau. Et il faut considérer que la technologie qui est utilisée actuellement hérite vraiment de ces développements faits par General Electric, la NASA, Dupont de Nemours à cette époque-là. Aussi bien pour les piles à combustible que pour les électrolyseurs d'ailleurs. Et puis, ensuite, il faut basculer aussi sur les grosses dates, dans les années 90, où l'État de Californie, qui était à l'époque l'État le plus riche du monde, a imposé des lois aux constructeurs automobiles en disant si vous voulez continuer à vendre des véhicules sur mon territoire, il faut au moins dans votre gamme un véhicule zéro émission. Et ça, en fait, ça a accéléré le développement des véhicules à batterie et puis des véhicules à pile à combustible. Alors une pile à combustible, donc si on raisonne sur le principe, donc c'est un composant, donc ici à l'échelle cellulaire, qui va être constitué donc typiquement pour chaque cellule de 2 électrodes séparés par une membrane qui va réaliser la synthèse de l'eau. Alors comment on fait ça? Donc comme son nom l'indique, c'est une pile à combustible. Donc il faut injecter du combustible. Donc on va se séparer en 2 protons et 2 électrons. Les électrons vont aller faire leur travail électrique et alimenter une charge électrique. Donc tout ça, ça se fait simultanément, mais bien sûr, je suis obligé de l'expliquer séquentiellement. On va faire rentrer un comburant, donc ça va être ici de l'oxygène, puisqu'on va faire intervenir le couple H2O2. L'oxygène de l'air, ça peut être aussi de l'oxygène pur. Et cet oxygène va donc se recombiner avec les électrons qui arrivent à l'électrode et les protons qui ont traversé à travers la membrane pour former de l'eau. Et donc, cette eau-là, il faut l'évacuer en permanence. Donc, il faut amener en permanence de l'hydrogène, de l'air, évacuer en permanence l'eau. Sinon, on va noyer l'électrode et au fur et à mesure, la pile à combustible va quelque part s'étouffer, s'engorger, se noyer, d'où le terme utilisé. Et ce n'est pas figuré ici. Il va falloir aussi évacuer la chaleur puisque ce composant est assez exothermique. Et donc, il va falloir prendre soin d'évacuer aussi simultanément avec l'eau cette chaleur de manière à ce que le composant reste dans un domaine de température maîtrisé. Donc ici, vous avez les 2 demi-réactions et puis on retrouve donc l'équation bilan qui était donnée tout à l'heure. Alors, ce qui est important de comprendre dans une pile à combustible, c'est la notion de découplage énergie-puissance. Donc, à l'instar un petit peu de ce qu'il y a dans un moteur thermique, où on a un moteur qui va nous générer la puissance mécanique, et puis l'énergie est dans le réservoir, soit d'essence, soit de gasoil. En fait, on a la même chose. Ce qui va réaliser la puissance, ça va être la pile à combustible en elle-même, qui va transformer l'énergie contenue dans l'hydrogène en énergie électrique et en chaleur. Et donc, l'énergie, ça va être finalement le réservoir d'hydrogène. Donc, ici, vous voyez des exemples de réservoirs stationnaires d'hydrogène. Et ce découplage est à dissocier assez fortement du cas de la batterie, où la batterie, donc effectivement, il n'y a pas ce découplage-là. Et donc, la quantité d'énergie que vous embarquez dans une batterie, finalement, c'est la quantité de métaux que vous embarquez. Et vous allez jouer sur les différents degrés de forme
de métal en charge ou en décharge, mais en tout cas, vous ne pourrez pas avoir plus d'énergie que la quantité de métal qui a été émis par le fabricant de la batterie. Et puis la puissance, donc, c'est une réaction électrochimique aussi, comme dans la batterie, soit de charge ou de décharge. Donc, en tout cas, ça, c'est important et ça va permettre justement de concevoir des systèmes et d'opérer des systèmes assez différemment que des systèmes à batterie. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui opposent les batteries et piles à combustible. Pour moi, c'est deux composants très complémentaires. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Alors, quelques mots sur l'électrolyse de l'eau. Les documents, vous les aurez. Simplement pour dire aussi que l'électrolyse de l'eau, c'est une vieille histoire aussi, donc, puisqu'elle s'était inventée donc, au même moment et découverte au même moment que la pile à combustible. Par contre, la différence, c'est que l'histoire s'est écrite un peu différemment, puisque dans les années 1920-1930, il y a eu un développement très fort de l'électrolyse, notamment dans le nord de l'Europe, avec des installations de très forte puissance, de plusieurs centaines de mégawatts même. Donc, l'objectif n'était pas de faire de l'hydrogène énergie, mais de faire de l'hydrogène pour fabriquer de l'ammoniac, qui permet de fabriquer ensuite des engrais. Donc, c'était vraiment en fait dans cet objectif-là. Et puis, donc, malheureusement, en fait, entre-temps, on a découvert une autre façon de faire de l'hydrogène par réformage de combustibles fossiles qui ont coûté moins cher. Et donc, ça a arrêté le développement de ces électrolyseurs. Ensuite, donc, il faut faire un bond assez important aussi. Dans les années 70, on retrouve donc le développement de la technologie actuelle grâce aux applications spatiales. Et puis, à noter, pour la petite histoire aussi, qui permet de réfléchir, c'est que dans les années 75, là, ABB, une des plus grosses sociétés mondiales autour du génie électrique, pensait vraiment développer fortement à cette époque-là l'électrolyse de l'eau pour pouvoir faire du stockage d'énergie et lisser donc la puissance électrique au niveau des réseaux. Et donc, en fait, comme ça se saurait, donc ça n'a pas eu lieu. Donc, cette petite historique qu'il faut avoir en tête montre qu'il y a eu des rebonds. Et puis là, on est dans un rebond plus que fort, puisqu'il y a des très forts investissements qui sont mis sur la table depuis 2-3 ans. Et donc, nous allons y revenir. Alors, l'électrolyse de l'eau, quand même, donc j'ai expliqué le principe de la pile à combustible. Donc, l'électrolyse de l'eau, donc on peut être fait cette expérience où on prend donc un bécher avec une solution typiquement basique. On va donc avoir deux électrodes en graphite. On va imposer une différence de potentiel, donc une tension en borne. Et puis, on met 2 tubes à essai. On peut récupérer 2 gaz qui sont incolores. Et puis, en fait, si on présente une flamme devant ce tube à essai, donc on a le petit POC qui est caractéristique donc de la combustion rapide de l'hydrogène dans ce cas-là. Donc, en fait, l'électrolyse de l'eau, c'est quelque chose. C'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, donc, ici, vous avez des exemples d'électrolyseurs qui sont donc aussi composés de cellules que l'on va mettre en série pour pouvoir réaliser donc la production de grandes quantités d'hydrogène. Alors, en fait, il existe quasiment le pendant dans chaque catégorie donc, de système, électrolyseur pile à combustible. Les technologies les plus mûres sont celles qui sont encadrées en vert, donc la technologie que j'ai décrite tout à l'heure à membrane échangeuse de protons, donc les H+, côté pile à combustible, et donc côté électrolyseur, je ne l'ai pas décrit celui-ci, ce sont des électrolyseurs à potasse ou à soude, donc avec un électrolyte liquide qui va transporter des OH-, qui est le plus mûr actuellement et qui occupe pour l'instant une très très grande partie du marché. Alors, il existe le pendant de la pile à combustible PEM en électrolyseur, donc c'est ce qu'on appelle l'électrolyseur PEM. Et donc, on voit aussi que peut-être demain apparaîtra aussi le pendant aussi en version alcaline, donc cette fois-ci avec une membrane, non plus avec un électrolyte liquide, donc ce qu'on appelle une membrane échangeuse d'anions, donc cette fois-ci d'OH-, qui est en train de se développer et qui pourrait aussi finalement constituer une espèce de mixte entre une technologie PEM et une technologie alcaline sur le principe, pas sur le choix des matériaux, et peut-être que cette technologie-là sera celle de demain. Alors, ce qu'on voit aussi sur ce slide-là, c'est qu'il y a une volonté en fait d'essayer de monter en température, donc notamment par exemple avec des variantes de cette technologie PEM, dite PEM haute température.
pour essayer donc d'accroître la différence de température de fonctionnement avec l'extérieur de manière à favoriser donc l'évacuation des calories, parce que plus la température de fonctionnement est proche donc de l'ambiant, plus en fait il est délicat de bien refroidir dans un volume donné, une masse raisonnable, un composant. Et puis tout en haut de l'échelle ici, donc vous avez les composants de très haute température, donc aussi bien donc basés sur des oxydes solides, donc des céramiques, qui peuvent fonctionner aussi bien en pile à combustible qu'en électrolyseur, donc qui restent aussi des composants qui sont en train de se développer et qui pourraient constituer des choses intéressantes dans le futur, des solutions intéressantes dans le futur. Alors ici, vous avez quelques exemples de fabricants français de piles à combustible, donc de cœurs et de systèmes. Donc on peut citer Symbio, on peut citer Alstom, Alstom Hydrogène, Safran, etc., Pragma. Donc je vous laisse ça. Chacun donc a sa spécialité au niveau technologique. Côté donc fabricant d'électrolyseurs français, donc là aussi on a des acteurs intéressants, donc qui couvrent les trois technologies, technologie PEM, technologie alcaline et technologie haute température avec, mais j'imagine que donc Bernard tout à l'heure y reviendra puisque Genvia se développe dans la région. Donc des acteurs français sur les cœurs de pile qui sont très actifs, et puis tous les autres acteurs en fait sont sans être, on va dire sans aspect péjoratif de ma part, sont des systémiers ou des donneurs d'ordre, et essayer en fait donc d'associer ces différentes technologies pour pouvoir donc faire des systèmes de forte puissance. Donc on peut citer HDF, on peut citer LIF, donc qui cherchent à développer donc des systèmes d'électrolyse ou de piles à combustible suivant les cas de figure. Donc je ne les ai pas tous cités, on a cité quelques-uns emblématiques. Alors en fait, la faisabilité a été prouvée depuis longue date sur les systèmes piles à combustible et électrolyse. Donc tous les domaines des transports ont été évalués depuis une trentaine, donc sur les dernières trentaines d'années. Donc les applications stationnaires aussi, sur le stockage des énergies renouvelables aussi, donc où on couple un tandem pile à combustible électrolyseur pour lisser sur des temps longs la production photovoltaïque, notamment ici, qui peut être très intermittente. Donc, tout a été prouvé en termes de faisabilité. Pareil aussi, nous sommes dans une région de l'aéronautique, donc beaucoup a été prouvé aussi, donc en termes de faisabilité, même si beaucoup reste à faire. Donc, pour tous les types, drones, avions satellites, petits avions à pile à combustible. Donc, tout a été fait. Alors, si on regarde maintenant les véhicules qui sont commercialisés, donc à ce jour, donc si vous avez un peu d'argent, vous pouvez vous acheter donc une Toyota Mirai ou une Hyundai Nexo, donc qui coûtent assez cher, qui ont des autonomies assez grandes et qui sont donc basées sur des hybrides piles à combustible, batterie lithium-ion, la batterie lithium-ion étant toute petite et servant essentiellement à booster donc les performances de la pile à combustible. Vous avez une version aussi, une approche française qui prend les choses différemment et qui dit, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas booster l'autonomie des véhicules des véhicules à batterie en associant une petite pile à combustible pour donc ce qu'on appelle un range extender, un prolongateur d'autonomie. Ici, par exemple, le cas du Renault Kangoo développé a équipé Symbio Fuel Cell et qui a permis quasiment de doubler l'autonomie en associant donc une petite pile à combustible qui n'est pas du tout suffisante pour la propulsion principale, et puis une petite quantité d'hydrogène. Donc les véhicules à pile à combustible sont une réalité, bien sûr, se pose la question où est l'hydrogène et comment bien sûr, on fait le plein. Alors une grosse différence entre donc la pile à combustible, entre les véhicules à batterie et les véhicules à pile à combustible, c'est que on fait le plein d'un véhicule à combustible donc via un pistolet dans une station hydrogène, comme on fait le plein d'un véhicule thermique classique à essence ou gasoil. Et donc le plein est fait en quelques minutes. Et donc ça, c'est très différent. Donc c'est pas une réaction électrochimique. C'est là où on voit le découplage énergie-puissance. Pour refaire le plein d'énergie, on vient remettre de l'hydrogène dans notre réservoir, alors que pour recharger une batterie, pour refaire le plein d'énergie, il va falloir faire une réaction électrochimique, donc une réaction de recharge. Et c'est ça qui nécessite donc un certain temps. Et puis, donc, si on veut limiter ce temps, il va falloir augmenter la puissance
de recharge. Et bon, ça c'est un vaste débat aussi. Faut-il aller jusqu'à augmenter très fortement cette puissance? Mais donc, c'est deux technologies qui s'opèrent très différemment. Alors, je vais pas rentrer dans les détails ici. Les planches, vous les aurez. Donc, ici, c'est la Toyota Mirai 1 qui avait la pile à combustible sous le châssis ici, avec ces deux réservoirs d'hydrogène ici, la batterie pour aider, qui n'était pas du lithium-ion, pour aider ici, et puis donc tout ce qui est auxiliaire pour faire fonctionner la pile à combustible était sous le capot. Sur la Mirai 2, donc la pile à combustible est passée sous le capot et on a rajouté aussi un réservoir ici haute pression. Alors ici, simplement, je ne vais pas tout balayer, enfin tout balayer très rapidement. Donc, il y a des produits qui existent dans tous les domaines. Donc, ils fonctionnent, ils sont plus ou moins chers. Donc, c'est ça, on va dire, l'enjeu actuellement, c'est faire baisser le coût de ces solutions. Donc, on a des bus, donc notamment localement. J'imagine que Bernard y reviendra. On a des camions qui sont possibles. Hyundai est sans doute le plus avancé. Donc, dans la commercialisation de camions. On a des trains. Alors, les trains à hydrogène ont montré que d'un point de vue technico-économique, quand on voulait électrifier des lignes qui ne sont pas électrifiées, donc c'est à peu près le cas de 50% des lignes en France, cette solution à hydrogène était celle qui présentait le meilleur compromis technico-économique versus une électrification avec des lignes haute tension qui sont enterrées. Et donc, là aussi, pareil, dans la région, Alstom joue un rôle important. Et puis, bien sûr, donc, il y a toutes les annonces qui ont été faites par l'aéronautique et par Airbus notamment, puisque l'aéronautique constitue, suivant donc, les sources, entre 2 et 4% des émissions de CO2 mondiales, beaucoup plus si on ne change pas de philosophie. Donc, la crise sanitaire a accéléré les développements puisque ces nouveaux avions étaient programmés pour 2050 et maintenant ça a été ramené à 2035, qui peut être optimiste, mais en tout cas qui a le mérite d'accélérer ces développements. Et ici est illustrée donc la problématique du stockage de l'hydrogène, puisqu'on voit que l'hydrogène est moins lourd si on compare par rapport au kérosène, moins lourd, mais par contre 4 fois plus volumineux, à quantité d'énergie équivalente embarquée. Donc typiquement, c'est pour ça que on peut comprendre que Airbus s'oriente nécessairement vers un usage d'hydrogène liquide. Il y a des produits qui commencent à sortir de groupes électrogènes, notamment dans le cadre des futurs Jeux Olympiques. Il y a des chaudières à hydrogène qui commencent à être installées progressivement en France. Donc, voilà, les produits commencent à apparaître. Ils sont encore un petit peu chers, mais tout ça n'est plus des prototypes, c'est vraiment des produits qui commencent à apparaître. Donc, on peut aussi signaler l'importance aussi des solutions pour produire de l'énergie électrique pour les data centers. Donc, ils sont responsables quand même de 10% des émissions de CO2 mondiales. Et donc l'hydrogène aussi, avec un caractère de capacité de stocker et de lisser des énergies renouvelables sur le long terme, peut être un bon complément pour pouvoir alimenter ces data centers. Alors, si on se pose la question, maintenant, une fois qu'on a vu tout ce potentiel, quelle est la situation actuelle de la production d'hydrogène? Alors, si on regarde la production d'hydrogène actuellement, elle est clairement très fortement émettrice de CO2, puisqu'on va utiliser essentiellement des combustibles fossiles, donc comme le gaz naturel, donc pour la grande majorité, et puis donc d'autres combustibles type charbon ou hydrocarbures liquides. Et puis l'électrolyse constitue quelques pourcents, mais si on regarde la provenance de l'électricité au niveau du bouquet mondial, vous avez une image ici, donc on est très loin d'être dans une électricité décarbonée à l'échelle mondiale, et donc forcément l'électrolyse à l'échelle mondiale n'est pas décarbonée. Donc voilà la situation actuelle. Il faut la changer. Et donc, c'est bien ça qui va faire l'objet de plusieurs développements. Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que l'hydrogène existe à l'état naturel? Donc, la réponse est oui. Donc, notamment au fond des océans ou donc sur certains bassins géologiques particuliers.
Donc, je vous laisse aussi lire par curiosité, aller lire les articles ou aller voir les vidéos, les petites conférences que je vous ai associées ici. Mais donc, tout ça, c'est en cours d'évaluation et les gisements pourraient être très forts. Et à ce moment-là, on pourrait non plus parler de vecteurs énergétiques, mais de sources d'énergie si ces gisements qui sont très grands s'avéraient intéressants en termes d'exploitation, sachant que c'est des productions qui sont vraiment continues et qui ne sont pas exploitées à ce jour. L'hydrogène se retransforme souvent en un autre espèce. Alors, on peut citer un exemple emblématique, l'exemple du Mali, donc, où il y a une installation pilote qui exploite un gisement d'hydrogène, donc qui est produit donc par la Terre en continu, probablement donc par la radioactivité naturelle de la côte terrestre, et qui alimente depuis en 2011 un petit village en électricité, où cette fois-ci donc on a un alternateur associé à une turbine à hydrogène, donc qui brûle cet hydrogène et qui, grâce à l'alternateur, alimente donc en électricité le village. Et à ce jour, donc, ce gisement, il n'est pas encore donc épuisé. Donc, c'est en cherchant de l'eau, d'ailleurs, qu'ils l'ont découvert. Donc, ça pourrait, il faut le garder dans un coin de la tête. On n'en est pas là. On reste sur un vecteur énergétique pour l'hydrogène, mais les choses pourraient changer. Donc, il y a beaucoup de façons de produire de l'hydrogène. Donc, j'ai parlé de l'électrolyse de l'eau, mais il y a beaucoup de procédés thermochimiques qui sont les principaux utilisés actuellement. On peut aussi utiliser du craquage, du vapocraquage à très haute température, par exemple dans une centrale solaire à concentration. Il y a des procédés qui sont un petit peu plus à la marge, mais qui pourraient jouer un rôle, donc comme tous les procédés autour des algues ou tout ce qui est photoélectrolyse. Donc, on a une grosse possibilité de fabriquer donc un très large panel pour fabriquer de l'hydrogène. Donc, le tout maintenant, c'est de se dire comment on le fabrique proprement et sans rajouter une problématique à la planète, parce qu'effectivement, si on commence à utiliser de l'hydrogène qui n'est pas propre, ça ne sert à rien de le développer, soyons clairs. Alors, quand même, pour être honnête intellectuellement, donc l'électrolyse de l'eau, c'est quand même la solution qui va être envisagée, mais si on la compare par rapport donc aux différentes solutions de craquage thermique des combustibles fossiles classiques, on se rend compte que l'électrolyse de l'eau utilise beaucoup donc d'énergie et bien plus que les autres. C'est pour ça aussi donc que dans les années qui nous ont précédés, les années actuelles, donc on a beaucoup recouru sans se préoccuper du CO2 évacué, donc à ce réformage, à ce craquage thermique donc de ces combustibles fossiles. Donc il est un fait que fabriquer de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau consomme beaucoup plus d'énergie que ces solutions-là. Alors, si maintenant on replace ça dans le contexte français, donc le contexte français, donc on a eu donc un plan qui a été décrété, donc avec des investissements massifs sur une dizaine d'années. Donc, on se rend compte que l'objectif numéro 1, c'est de se dire bon, ok, actuellement on produit quasiment 1 million de tonnes d'hydrogène en France. C'est fait par des procédés qui dégagent du CO2. Remettons les compteurs à zéro et déjà, produisons cet hydrogène utilisé pour l'industrie de manière propre. Ça, c'est l'objectif numéro 1. En plus, avoir le mérite de développer donc, de l'électrolyse et donc de faire baisser les coûts de cette électrolyse. Deuxième objectif, donc, c'est de dire maintenant, OK, la mobilité légère, type véhicule individuel, etc., même si on voit que des produits existent, c'est sans doute pas celle qui va s'imposer sur le court moyen terme, mais plutôt sur donc ça va plutôt être réservé, on pense, à des professionnels. Et donc, c'est pour ça que la mobilité lourde, sur laquelle les batteries touchent un petit peu à leurs limites, que l'hydrogène peut venir apporter une solution intéressante. Et donc, c'est la deuxième priorité du plan, donc d'essayer donc de développer cette mobilité lourde, donc des camions, des bus, etc., de manière à trouver des solutions où les batteries sont pas impossibles, mais touchent à leurs limites suivant l'application. Encore une fois, je n'oppose pas les batteries et les piles à combustible et l'hydrogène. C'est deux solutions qui sont complémentaires. Il faut les utiliser là où c'est le plus pertinent. Et puis la troisième priorité, c'est la recherche. Alors, donc, si on résume, et c'est résumé sur une planche que j'ai empruntée donc à un collègue de Air Liquide qui a fait une présentation à l'Académie des sciences. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de produire de l'hydrogène de manière décarbonée, donc idéalement des énergies renouvelables par électrolyse, d'accord. Donc, le biométhane pourrait être une solution
suivant, on va dire, si on maîtrise bien le cycle du méthane. Le gaz naturel pourrait être une solution si on maîtrise la capture du CO2. Bon, je suis très partagé par rapport à cette solution-là, parce que donc il faut encore qu'on démontre donc l'efficacité de ces stockages et ces captures de CO2. Donc tout ce qui est bio-hydrogène peut quand même avoir un cycle fermé plus ou moins, alors à plus ou moins long terme, donc intéressant. Donc voilà, mais c'est quand même ce qui est envisagé actuellement, donc il faut être honnête pour dire ce qui est envisagé. Et puis ensuite, au niveau donc, du transport, donc, soit transporté sous forme gazeuse, soit le liquéfier et ensuite le distribuer donc, dans différentes stations ou directement donc, pour les usages que j'ai décrits précédemment. Alors aussi, un petit peu d'honnêteté intellectuelle aussi. Donc si on s'intéresse à l'électrolyse de l'eau, et donc la France, comme beaucoup de pays européens, fait le pari de l'électrolyse de l'eau. En fait, ici, donc, on va avoir le temps de détailler cette planche, mais cette planche, qui est toujours issue donc, de l'air liquide, qui rejoint donc, les analyses faites par l'ADEME, met en exergue donc, les émissions de CO2 en fonction de l'origine de l'électricité du pays. Donc, ainsi, par exemple, si on est dans un mix énergétique français, par exemple, on voit que les émissions sont relativement limitées. Donc, je n'ai pas dit que l'hydrogène était vert, sont relativement limitées. Si on compare ça au mix énergétique allemand, là, on voit que si on fait l'électrolyse de l'eau en Allemagne, avec leur mix énergétique, on va produire du CO2. Donc, voilà. Et puis, si bien sûr on utilise des énergies renouvelables, de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque, donc on voit que les émissions de CO2, globalement, restent limitées. Donc, cette démarche de produire massivement de l'hydrogène à partir de l'électrolyse ne sera pertinente à terme que si l'électricité est à minima décarbonée et idéalement si l'électricité est d'origine verte. Alors, on voit apparaître en France, suite à tous ces plans-là, des grosses usines de production d'électrolyseurs. Donc, voilà, du côté du Haut-Rhin, du côté de Belfort, pour fabriquer des électrolyseurs PEM, des électrolyseurs alcalins. On voit apparaître aussi des grosses centrales d'électrolyse, ici la plus grosse en France étant celle qui est programmée en Normandie avec un électrolyseur de 200 MW. Donc on voit que tout ça se concrétise sur des horizons de temps qui sont peut-être un tout petit peu optimistes, mais si ce n'est pas 2023, ça sera, on va dire, avant 2025. Donc on voit que tout ça commence à se décliner concrètement. Donc j'en arrive à mes conclusions. Pour passer ensuite la parole à Bernard. Donc vous voyez que sur le plan technologique, qu'est-ce qu'on peut dire? Les solutions existent. Maintenant, l'enjeu, c'est d'augmenter la durée de vie des piles à combustible qui ne sont pas encore tout à fait compatibles avec des applications qui exigent de très grande durée de vie comme l'aéronautique ou toutes les applications stationnaires. Donc tout dépend, on va dire, du prix qu'on y met derrière. Donc, la durée de vie des électrolyseurs est déjà très satisfaisante, mais elle peut être améliorée, elle doit être améliorée. Il faut baisser clairement le coût de ces technologies, donc ça va passer par notamment de la production de masse, et puis l'optimisation des matériaux utilisés, des systèmes aussi, parce que la pile à combustible électrolyseur utilise aussi beaucoup de procédés autour que je n'ai pas eu le temps de décrire. Donc, il y a un effet de masse, en tout cas, qui va s'opérer, et puis un gros enjeu, ça va être de diminuer le coût du stockage de l'hydrogène, parce que le stockage haute pression, donc les réservoirs à très haute pression qui sont utilisés dans les voitures, coûtent très cher à ce jour. Donc, ils sont très sécurisés, mais ils coûtent très cher. Donc, il y a des efforts à faire pour pouvoir trouver des compromis. Il y a le stockage cryogénique qui est envisagé donc clairement sur l'aéronautique, mais aussi dans les mobilités lourdes où on a besoin de très grosse autonomie. Donc là, on en est au début de son histoire industrielle, donc difficile de le dire. En tout cas, cette technologie-là n'est pas, en tout cas, à ce jour, au stade de développement comme le cas de la haute pression, des stockages haute pression. Il faut appréhender la maîtrise de sa sécurité. Donc, l'hydrogène est un gaz qui est mal connu globalement dans la société. Donc, il faut le démystifier. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer sa dangerosité, mais il ne faut pas non plus la surestimer. Et donc, ça va passer par beaucoup de formation et d'apprentissage à son utilisation. Et puis, globalement, il va falloir former à tous les niveaux sur ces technologies parce qu'elles sont globalement fort peu connues dans la société et dans le milieu industriel. Alors, moi, je dirais aussi que
La transition énergétique, pour moi, on va dire, est un peu, galvaudé le terme, parce qu'en fait, quand on voit, par exemple, si on doit déployer massivement le terme, le vecteur hydrogène, le vecteur énergétique dans un premier temps, qui pourrait devenir une source d'énergie dans un second temps, si les réserves naturelles se confirment. Donc, on est plutôt dans la révolution énergétique parce que, voilà, il faut produire massivement, il faut distribuer massivement, il faut déployer des stations, déployer des applications. Donc, vraiment, on en est, c'est plus qu'une transition, hein, c'est quelque chose de très fort. J'insiste aussi sur le fait que l'hydrogène n'est pas la solution. C'est une solution intéressante, couplée notamment aux énergies renouvelables. Et donc, elle jouera un rôle très important, et toutes les études le montrent à travers le monde. Mais il faut l'utiliser là où c'est le plus pertinent. Ça ne sert à rien d'utiliser. Ça ne sert à rien de dire qu'on va développer prioritairement des véhicules individuels à pile à combustible si on peut, faire des développements de véhicules à batterie qui sont plus efficients d'un point de vue énergétique. Donc, il faut l'utiliser de manière la plus pertinente possible. Et la France s'est bien positionnée, et l'Occitanie aussi. Donc, je vais m'arrêter là. Vous verrez dans la présentation, j'ai laissé plein de revues de presse que j'ai faites qui posent plein de questions autour du rôle de l'Europe dans cette technologie. Et puis, le débat aussi de se dire, voilà, on mise sur l'électrolyse. Maintenant, il faut que ça s'accompagne d'un développement des énergies renouvelables massifs. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et donc, je passe la parole à Bernard. Oui, merci, Monsieur Turpin. Alors, on a bien sûr déjà des questions qui concernent votre partie d'exposé, mais on va les garder sous le coude, bien sûr, hein, et on va passer directement la parole à Monsieur Gilabert. On les reposera donc un petit peu plus tard. Alors, on me dit que M. Gilabert n'est pas un petit problème de connexion. Donc, si vous voulez bien, on va en profiter de ce petit intermède pour poser une question. Alors, j'ai déjà deux questions qui sont à peu près la même chose pour M. Turpin. Ça concerne le rendement et les pertes. C'est-à-dire que quand on fait l'opération électrolyse, puis pile à combustible, pour stocker, par exemple, de l'électricité produite par des sources intermittentes pour ensuite la redistribuer, quel est le bilan finalement? Est-ce que les pertes sont très importantes? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ce cycle? Alors, est-ce que M. Turpin m'a entendu? Excusez-moi, je parlais dans le vide. Donc, voilà, je ne savais pas comment réactiver mon micro, donc je parlais dans le vide. Donc, effectivement, il ne faut pas se mentir. Donc, grosso modo, la chaîne, le rendement d'une chaîne électrolyseur, ça va être entre 60 et 70%. Et le rendement d'une pile à combustible, ça va être entre 50 et 60%, suivant les points de fonctionnement. Donc, on va être sur des rendements qui vont être entre 30, 40 et voire un petit peu plus si on soigne bien la chaîne. Donc, ce n'est pas sur le critère du rendement qu'il faut évaluer la chaîne hydrogène, c'est sur les services qu'elle peut rendre et que ne peut pas rendre donc les autres vecteurs énergétiques. C'est surtout comme ça qu'il faut raisonner. C'est-à-dire que, par exemple, on prend le cas des batteries. Les batteries, à bout d'un moment, certes, elles ont des meilleurs rendements que les piles
à combustible, globalement, c'est indiscutable, comme on le voit sur le slide, mais les batteries ne peuvent pas répondre à tout. Et donc, c'est là où, mais en fait, faute de mieux, comment la chaîne hydrogène, comment on peut répondre de manière intéressante. Et si on s'intéresse au rendement, on va dire, de nos chaînes thermiques classiques, ben, ils sont pas bons, quoi. Et donc, ils sont pas bons, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celle de l'hydrogène, approximativement. Donc, voilà, et c'est pas pour ça qu'on ne s'est pas développé sur ces notions de rendement. Les rendements, c'est important, mais il faut aussi mettre en face les applications et l'impossibilité de trouver d'autres solutions, et puis aussi l'impact environnemental global qu'il faut réduire. Donc un avion hydrogène sera plus lourd, par exemple, ça c'est sûr, on le sait, qu'un avion normal, qu'un avion thermique actuel. Donc, il consommera un peu plus d'énergie. OK, bon. Mais on ne peut pas supprimer complètement l'avion. Il va falloir quand même, à un moment donné, l'utiliser pour faire certains déplacements qui ne peuvent pas être faits par du train ou par des voitures. Du coup, voilà, il faut le voir aussi comme à ce jour, et c'est pour ça que massivement, ça fait quasiment l'unanimité à l'échelle mondiale, c'est parce que on n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Et c'est relativement mature. Voilà. Quand je dis relativement, c'est parce qu'il y a l'aspect coût qui est quand même encore assez élevé. Merci. Alors, je demande à Johan de nous prévenir lorsque M. Gilabert sera disponible, bien évidemment. Alors, bon, il y a beaucoup de questions. On nous demande, bon, l'hydrogène, c'est aussi un gaz à effet de serre. Dans quelle mesure et comment est-ce qu'il est éliminé dans l'atmosphère? C'est une question qui n'est pas encore complètement maîtrisée. Alors, l'hydrogène n'est pas un gaz à effet de serre et assez rapidement, donc il va se retransformer principalement en eau, qui va être quand il va monter. Et donc ça va être un gaz à effet de serre. Donc tout dépend, en fait, globalement, comment on produit, on regarde le cycle. En fait, si vraiment on regarde le cycle de l'eau, on prend une molécule d'eau, on la transforme en une molécule d'hydrogène et d'oxygène. D'accord? Si l'hydrogène se retransforme en eau, que ça soit à travers une pile à combustible, que ça soit à travers une chaudière ou par une fuite et qu'elle monte et que ça monte en fait dans l'atmosphère, on n'aura pas créé globalement d'eau supplémentaire. Donc, si on est dans ce cycle fermé, on n'émet pas de gaz supplémentaire à effet de serre. La question qu'on peut se poser, par contre, c'est si les lieux de production à partir de l'électrolyse de l'eau sont très éloignés des lieux de consommation, est-ce qu'on ne va pas déplacer des quantités d'eau? Par exemple, si on produit l'hydrogène au Brésil, on transporte l'hydrogène parce qu'au Brésil, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, etc. On transporte cet hydrogène en Europe. Bon, on va relâcher des grandes quantités d'eau en Europe. Globalement, vu de la planète, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins d'eau. Mais est-ce que ça peut avoir un impact? Ça, c'est des questions qu'on devrait quand même se poser, même si globalement, je pense qu'il ne faut pas se contenter de dire, globalement, on n'enlève pas d'eau, on n'en rajoute pas non plus, mais quand même, on peut déplacer des grandes quantités si l'hydrogène n'est pas produit localement. Donc, l'idéal, c'est quand même d'arriver à produire le plus localement possible d'hydrogène. C'est permis grâce aux énergies renouvelables. Et puis, de l'utiliser localement. Et donc, du coup, en fait, le cercle de l'eau, il est très local. Je vais essayer d'aller vite, quoi. Alors, sur l'hydrogène natif, on nous demande s'il y en a en France. Alors, il y en aurait dans les Pyrénées. Voilà. Et là, je vous invite à inviter un collègue des sciences de l'univers, parce qu'on a quelques spécialistes français qui s'intéressent à ça et qui pourraient en parler bien mieux que moi. Mais a priori, donc, on en aurait dans les Pyrénées. Alors, je continue, et donc encore, je renouvelle ma demande de Johan, qu'il nous intéresse lorsque M. Gilabert sera disponible, sera connecté en tout cas. Quelle est la durée de vie d'une pile à combustible pour un véhicule? Alors, les durées de vie attendues d'un moteur ou d'une pile à combustible dans un véhicule type voiture, c'est 5000 heures. D'accord? C'est comme ça que sont dimensionnés nos moteurs. Actuellement, donc cette durée de vie-là est atteinte. Là où, en fait, c'est plus compliqué, c'est si on veut avoir des durées de vie plus longues dans les camions de 20 000, 30 000, 40 000 heures, parce qu'on va faire 1 million de kilomètres et pas 250 000 kilomètres ou 300 000 kilomètres comme avec une voiture individuelle. Là, pour l'instant,
on n'y est pas encore. Tout raisonnable. On sait faire des piles à combustible qui ont des durées de vie de 20 000, 30 000 heures, mais elles sont plus grosses, plus lourdes et utilisent plus de matériaux, donc sont plus chères. Donc pour l'instant, il y a des efforts pour que ça soit compatible avec des applications, notamment de mobilité lourde, où des grandes durées de vie sont demandées.